الله معكم. معكم دكتور إلي حداد، رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية يورو ليبانيز ميديكال سوسايتي. جمعيتنا خلقت رسميا ب 21 حزيران 2020. تأسست وهدفها وشعارها فور هيلثير لبنان، فور ان ليبان ميور سونتي. نحن هدفنا نجمع نعمل ريزو لكل العاملين بالحقل الصحي لبنانيين واصل لبناني بكل اوروبا، اطباء وحكماء اسنان وفرماشينيه وممرضين وكيمياء وكل عاملين بالحقل الصحي تنقدر نشتغل سوا مشان لبنان. حققنا اكثر من هدف لحد اليوم. اول شيء اللي عملناه، اول خطوه عملناها هي الويبينار فورماسيون ميديكال بخصوص الكوفيد 19. عملناهم، اخذنا اختصاصيين بلبنان، اختصاصيين بالدول الاوروبيه واللبنانيه باوروبا، وعملنا ويبينارز عنهم عن الكوفيد. الهدف الثاني اللي حققناه هو الاكسيون هيومانيتير، بلشنا فيها وهيدي مكمله، خاصه لسوء الحظ بعد الظرف الصعب اللي عاشه لبنان ب4 آب الماضي. شق الهيومانيتير، الارسال الدواء وساتيرومتر وغيرهم معتنا وعم نكمل الارسال. والشق الثاني فند ريزنج. الفند ريزنج هدفنا نساعد عمليا مستشفى محدد بلبنان اليوم تيقدر يقلع عن جديد بعد الكارثه الكبيره اللي حلت. العمل الثالث اللي عم نقوم فيه وهو كتير مهم، هو اللي انتم مشانه اليوم بهاللقاء، هو فورماسيون دي جون. نساعدهم الالمز يوث، يعني نساعدهم تيجوا على اوروبا يلي حابين خلصين علمهم بلبنان حابين يجوا يكملوا فورماسيون ميديكال تبعهم باوروبا. نحن بنعطيهم التوجيهات، نقول لهم شو البياج حتى يتجنبوها وشو فينا نساعدهم بنساعدهم. نحن ما هدفنا ابدا نفرغ لبنان من طاقات، وهذا بالعكس وسواس عنا. نحن بدنا ندعم لبنان وهالطاقات تضل بلبنان، ونكون صلة وصل مع اللي عم يجي تضل بتصل بلبنان ونساعده هو وقاعد باوروبا. eurolibanese.org هو السيت تبعنا، فيكم تفوتوا عليه تشوفوا كل هالمواضيع. شكرا لحضوركم. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue ce soir pour notre premier webinaire de formation médicale complémentaire en Europe. Et pour cette soirée, on va débuter par la France et j'espère pouvoir vous orienter sur vos problèmes et pouvoir répondre à vos questions. Je vais me présenter, je suis Fadi Haddad, je suis résident en hématologie, oncologie en 5e année de spécialité à l'Hôtel-Dieu de France et également je suis résident-chef des spécialités médicales. Avec moi, il y a ma collègue Dr Alaya Rachid qui est également résidente en hématologie, oncologie en 5e année de spécialité à l'hôpital Notre-Dame de Secours et elle était également résidente-chef des spécialités médicales pour l'année 2019-2020. Avant de commencer, je vous rappelle qu'à droite, il y aura un espace questions pour ceux d'entre vous qui veulent poser des questions et on va y répondre. Layal, je te laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. Notre première intervention sera avec Dr Elsam Hanna qui va présenter le côté formation académique des professionnels de santé. Dr Hanna est une neurologue diplômée de l'USEC puis de l'Université Paris Diderot, neuroscientifique titulaire d'un master en neurosciences cognitives et comportementales de l'Université Sorbonne. Elle est actuellement en cours d'un master d'éthique et de bioéthique à l'Université de Paris-Descartes et de gestion des établissements de santé à l'EHESP. Elsa est aussi vice-présidente responsable de la communication dans l'Association des assistants et des internes de neurologie en France. Elle est présidente des anciens de la faculté de médecine de l'USEC et de chapitre des anciens de l'USEC en France. Dr Mhanna est cofondatrice et trésorière de l'ELMS. Dr Mhanna, à vous. Merci Fadi, merci Layal. Bonsoir à tous. Comme vous savez, nous allons parler ce soir de la formation complémentaire en France. La première partie, ça va être l'enseignement supérieur en France sur le plan académique, que ce soit pour les médecins comme pour les autres professionnels de santé. Alors, je vais commencer donc par le parcours académique complémentaire.
Donc, en premier, comme vous savez, un enseignement supérieur, ça équivaut à trois diplômes. La licence, donc 6 semestres, un master de 4 semestres et un doctorat en 3 ans minimum et 6 ans maximum, donc par système de ECT. Les ECT, c'est le European Credit Transfer System. Donc en fait, c'est un système de crédit comme dans certaines facultés au Liban. Ce système-là, il équivaut à un nombre d'heures de cours que vous devez valider pour avoir une licence, puis un master, puis un doctorat. Donc, le système, il facilite la mobilité intra-européenne, c'est-à-dire un master obtenu en France peut avoir son équivalent en Allemagne, en Suisse ou ailleurs par ces systèmes d'ECT. Donc, un schéma assez représentatif de la formation. Donc, vous voyez, la licence, c'est à peu près 180 ECT. Le master, 120 ECT. Après, dans le doctorat, il n'y a pas d'ECT. On parle en matière d'années de formation. À côté, vous voyez que la formation médicale, c'est une formation qui est quand même à part, qui se fait de la façon un peu comme au Liban, en fait, concours à la première année ou à l'entrée ou à la fin de la première année dans l'université libanaise, donc plutôt comme ça ici. Puis la médecine, puis l'internat qui est l'équivalent du résidanat, puis ce qu'on appelle le clinica. Je reviendrai à la formation hospitalière, je reviendrai pendant la formation hospitalière sur ça. Pour commencer, je vais parler des masters. Donc, pour faire un master 1 et 2 en France, chaque master se fait en général soit sur 1 an, soit sur 2. Ça va dépendre des maquettes des masters et ça va dépendre de votre capacité à pouvoir le faire en 1 année ou 2. Ils sont disponibles dans beaucoup de domaines d'études, c'est-à-dire, vous pouvez faire un master d'art, des affaires, des technologies, de droit, etc. Même si vous êtes médecin, tous les masters sont ouverts. Bien évidemment, la majorité des professionnels de santé iront vers des masters qui viseront le domaine de santé, donc la biologie, les sciences de la vie, les neurosciences, il y en a pas mal offerts par beaucoup de facultés en France et en Europe. On parle de Master 1 et de Master 2, en fait, parce que le Master 1, c'est la première année en général. Le Master 2, c'est la deuxième année d'études. Le diplôme officiel de Master, il est obtenu quand on a fait un M1 et un M2, il est obtenu avec 300 ECT accumulés et réussis au bout de la deuxième année. Il y a 2 types de masters, et là je parle surtout en gros des Master 2, donc quand on a vraiment fait la formation de master. Il y a le master professionnel, donc qui est destiné à un étudiant qui souhaite intégrer le marché du travail à l'issue du diplôme. Donc quand vous faites un master de santé publique ou un master de gestion des établissements de santé ou un master d'analyse et de management de ces établissements, ça c'est un master professionnel. Quand vous faites, et l'autre type de master, c'est le master de recherche. Le master de recherche, c'est en fait quand vous voulez intégrer le domaine médical via son côté scientifique pur, avec de la recherche, que je vais expliquer tout à l'heure. Et là, ça oriente soit à l'obtention juste d'une capacité que vous voulez, donc explorer le domaine de la recherche, faire de la recherche temporairement pendant votre formation, et soit si vous voulez aller plus loin et préparer un doctorat, donc une thèse. Et là, ça me fait arriver à ce qu'on appelle un double cursus. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes tous, je pense que la majorité, vous êtes des médecins, des résidents, des étudiants en médecine qui se préparent pour leur résidanat. Donc, il y a une option qui est le double cursus qui est médecine-recherche. C'est-à-dire, c'est avoir le statut de médecin-chercheur. Donc, en fait, comment on fait ça? Donc, premièrement, j'ai bien dit, on fait un parcours de master. Et on entre dans la recherche, donc dans notre Master 2, on entre dans un parcours qui est soit de la recherche fondamentale. Donc, je donne un exemple. La recherche fondamentale, c'est essayer de trouver une contribution théorique à un problème technique qu'on a, c'est-à-dire une maladie quelconque. Je donne l'exemple de ma spécialité qui est la sclérose, de la neuro, donc la sclérose en plaques par exemple, essayer de comprendre comment il y a destruction de la myéline. Donc, la recherche fondamentale ira pour voir comment cette myéline est détruite. Donc là, on essaie de comprendre théoriquement ce qui se passe.
La recherche clinique, par contre, ira à tester des médicaments, à tester des méthodes thérapeutiques, à essayer de décrire une symptomatologie, d'une sémiologie, d'une pathologie, etc. Donc, il y a la recherche fondamentale d'un côté, donc très basique, c'est plutôt un travail de laboratoire, et la recherche clinique, qui est une recherche qui est plus familière dans notre domaine médical, qui est la recherche avec des patients très souvent. Donc, le Master 2, quand on veut faire de la recherche, dans la majorité des cas, votre diplôme de médecine, il vous dispensera du M1. Donc, en fait, les facultés vous demanderont en France votre diplôme de médecine et pour eux, ce sera l'équivalent de votre M1. Mais certains masters demanderont quand même à ce que vous passiez par le M1. Donc, ce n'est pas une généralité, mais c'est quand même la majorité des cas. L'année de M2, donc de Master 2, sera divisée en deux parties. La première, ce sera des cours. Donc, vous aurez pendant quelques mois des cours pour valider vos ECT. La deuxième, ce sera un stage en laboratoire. Donc, en général, le stage, il est de 6 mois. Ça se fait en France ou à l'étranger, ça dépendra de votre laboratoire d'affectation. Et là, c'est là où vous ferez soit de la recherche fondamentale, soit de la recherche clinique. Ça dépendra du sujet, du master, etc. Ça débouchera, vous devrez écrire un rapport de stage parfois, mais surtout un mémoire. Donc, vous aurez à soutenir un mémoire à la fin de votre année de Master 2. Le financement d'un master, parce que c'est très important, parce que vous venez du Liban et vous avez besoin de vivre en France, en fait. Le financement, il se fait par des demandes de bourse qui sont demandées en avance. C'est-à-dire, quand vous pensez faire un master pour l'année académique 2020-2021, il faut avoir demandé les bourses au maximum en janvier, février, avant ça. Donc, en janvier 2020, février 2021, vous devez déjà avoir votre projet de master pour le demander, pour demander la bourse pour l'année suivante. Donc, une bourse ne peut pas être demandée en arrivant en France, il faut anticiper. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui délivrent des bourses en fonction des masters, en fonction des spécialités, bien évidemment. Donc, en fait, il y a certaines spécialités où la recherche est très développée, donc vous aurez facilement des bourses. Après, en étant étranger, il faut vraiment avoir un dossier bien préparé. Et il y a d'autres universités, il y a d'autres spécialités où il y a moins de recherche, et là, il y a plus de compétitivité parce qu'il y a moins de bourses. Mais ça, c'est au cas par cas, bien évidemment. Et comme vous avez vu, il y a les liens disponibles sous mes diapos qui vous montrent tout ce que vous voulez savoir plus en détail de ce que je dis. Donc, j'arrive maintenant sur la thèse, donc le PhD, l'équivalent du PhD ou le doctorat. La thèse, vous pouvez partir sur une thèse en ayant fait un Master 2 de recherche. Donc, c'est là où vous vous dites, je veux continuer, je veux avoir mon deuxième doctorat, le premier étant la médecine, et où vous voulez vous reconvertir en chercheur uniquement. Et donc là, vous faites ce qu'on appelle un double cursus jusqu'au bout. Donc, ça peut être médecine-sciences, ça peut être médecine-ingénierie, ça peut être médecine-économie, il y a beaucoup, ça peut être médecine-sciences humaines, donc médecine éthique, etc. Donc, il y a tous les débouchés imaginables. En gros, vous voyez ici la maquette d'un internat, enfin d'une formation médicale en France, pour les Français. Vous voyez que d'habitude, pendant leur résidanat, donc le 3e cycle, ils font leur Master 2. Donc, ils s'arrêtent une année du résidanat, ils font leur Master 2, puis ils reprennent le résidanat. Et pendant le clinica, donc après avoir obtenu le diplôme de leur spécialité, là, soit ils font une thèse à mi-temps, soit ils se mettent à fond pour la thèse, etc. Il faut savoir que l'inscription en doctorat n'est pas automatique. Donc, vous ne pouvez pas dire, moi, je vais faire une thèse et aller à la faculté, dire à la faculté, je veux m'inscrire à une thèse, inscrivez-moi. Ça ne se fait pas comme ça. C'est un projet que vous devez préparer, c'est un laboratoire que vous devez trouver, un financement, et c'est parfois des concours. Il y a des écoles doctorales en France et il y a des concours à présenter pour avoir ces bourses, pouvoir faire votre thèse. Donc, il faut, pareil, comme le M2, mais encore plus que le M2, il faut anticiper des projets de PhD. Donc, comme j'ai dit, vous devez avoir un diplôme qui vous donne le grade de master. Il faut, si vous êtes intéressé par ce parcours-là, il faut voir l'annuaire des écoles doctorales. Donc là, l'annuaire vous montrera
toutes les écoles, leur présence sur le territoire français, les programmes qu'elles proposent, etc. Donc, selon votre domaine de prédilection, vous choisirez l'une ou l'autre. Pour vous préparer, en fait, il va falloir avoir un directeur de thèse. Donc, vous ne venez pas à l'école doctorale en disant « Bonjour, je veux faire une thèse ». Il faut avoir un directeur, il faut avoir un projet, il faut avoir une unité à laquelle vous allez vous rattacher, donc une unité de recherche. Il y en a plusieurs en France. Après, comme j'ai dit, c'est un domaine très compétitif, donc il faut avoir les arguments pour pouvoir y accéder. Et vous serez suivi avec un comité qui va suivre votre travail de façon annuelle sur les 3, 4, 5 ou 6 années pendant lesquelles vous allez faire cette thèse. Donc, en général, c'est 3 ans. Pour faire un PhD, c'est 3 ans. Vous devez en général mettre de côté votre formation médicale pendant ce temps-là, faire de la recherche. Si vous êtes salarié, si vous travaillez ailleurs ou vous faites autre chose, vous pouvez des fois négocier de faire la thèse en plus de temps. Des fois, le projet, par exemple, que vous avez mis pour 3 ans, eh bien, il prendra plus de temps. Donc là, vous demandez des prolongations annuelles de ce projet, mais au maximum, une thèse peut durer 6 ans. Ou après ça, vous perdez le diplôme, vous ne l'avez pas. Donc, et ça, c'est s'ils acceptent, bien évidemment. Il faut savoir que c'est 3 ans, renouvelable jusqu'à 6 ans, mais renouvelable après accord du comité. Dernière chose, donc, financer la thèse, parce que vous allez vivre en France, parce que vous allez peut-être faire ça, probablement faire ça à temps plein. Pour financer une thèse, il y a plusieurs possibilités. C'est assez compétitif, il faut vraiment avoir un dossier assez bouclé scientifiquement premier. L'établissement d'accueil peut vous financer, c'est-à-dire si vous arrivez à un laboratoire X, ce laboratoire il peut vous dire « moi j'ai de quoi vous financer ». Donc lui propose à l'école doctorale que voilà, moi je finance tel étudiant pour faire la thèse. Le pays d'origine, il y a des facultés qui parfois disent, bon maintenant le Liban en ce moment je pense que c'est assez compliqué économiquement, mais des fois, certaines universités, certaines facultés proposent de financer un projet de thèse qui vous aide sur un parcours académique dont ils ont besoin. Une entreprise, souvent c'est par exemple des entreprises pharmaceutiques, etc. Mais là, il y a des conflits d'intérêts, c'est assez compliqué. Ou si vous travaillez dans une entreprise qui vous dit moi, j'ai besoin de votre capacité dans tel ou tel domaine, donc faites plus de la recherche dans ce domaine-là. Et finalement, c'est l'Union européenne, mais ça, c'est plutôt à vocation, plutôt les étrangers. C'est difficile d'avoir une bourse à travers l'Union européenne. Le montant du financement, en général, j'ai mis un exemple quand c'est l'établissement d'accueil qui vous finance. Le montant du financement, il peut s'élever, il est autour de 1 400 à 1 500 euros par mois. 1 400 à 1 500 euros par mois, c'est à peu près le SMIC en France, donc c'est assez bas, mais ça vous permet de vivre correctement en France. Le dossier de candidature, comme je disais, vous ne pouvez pas arriver en disant « bon, je vais m'inscrire en doctorat », il faut avoir un dossier, une lettre de motivation claire, un plan de recherche clair avec un directeur, un laboratoire, une unité de recherche à laquelle vous allez être attaché, et un projet clair pour les 3 ans de votre thèse en disant pourquoi vous faites ce sujet-là, et finalement une fiche de synthèse. Après, chaque école doctorale, quand vous chercherez dans l'annuaire et vous verrez l'école doctorale, chaque école doctorale vous dit les documents à joindre, etc. Mais en général, c'est des documents dans ce sens-là. Je vais m'arrêter ici pour la formation académique, donc le parcours académique. Et je laisse la parole à Layal et à Fadi. Merci beaucoup, Elsa, pour cet aperçu. Et maintenant, on va passer à la deuxième intervention de notre soirée avec notre invité, le docteur Charb El-Mas'ad, que je remercie infiniment pour être présent en fait parmi nous. Il va nous parler ce soir de la vision entre la santé et la science. Le docteur Mas'ad, il est titulaire d'un doctorat d'endocrinologie et d'une habilitation à diriger la recherche de l'université Paris-Saclay. Il est depuis 2006 professeur à l'université Paris-Descartes.
Depuis 2011, il est le doyen de la faculté des sciences fondamentales et biomédicales de l'Université Paris-Descartes. Les activités d'enseignement et de recherche de cette faculté transdisciplinaire sont orientées vers la santé. Il dirige aussi une équipe de recherche en neurosciences à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, travaillant sur les mécanismes fondamentaux de la formation des gaines de myéline et la mise en place de nouveaux traitements des pathologies de la myéline, telles la sclérose en plaques, les neuropathies périphériques. Il est aussi professeur associé à l'université Hangzhou Dianzi en Chine et professeur adjoint à l'AUB. Dr Mas'ad, je vous laisse la parole. Merci, bonsoir tout le monde. Donc, merci à l'ELMS pour leur invitation. Ça m'a permis aussi ça me permettra de discuter aussi avec les médecins et les pharmaciens, les professionnels de la santé du Liban. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous parler un peu de la philosophie d'une thèse, donc d'un PhD. Donc, ma collègue tout à l'heure vous a parlé donc on va dire de la partie technique administrative pour faire une thèse. Moi, je vais essayer de vous parler plutôt de la philosophie. Pourquoi un médecin ou pourquoi un pharmacien ou bien un professionnel de la santé peut faire une thèse ou même doit faire une thèse. Donc, comme vous le savez, la médecine et la science sont étroitement liées. On ne peut pas les dissocier. Les grandes découvertes en médecine, en pharmacie, se sont faites grâce aux évolutions de la science. Et comme vous le savez aussi, c'est que la science se nourrit de la santé, elle se nourrit de la médecine. Je vous donne un exemple très simple. L'invention de l'IRM, qui est un pas géant en médecine, c'est au moins 3 prix Nobel. L'IRM a été faite par des physiciens. La découverte de l'ADN a été faite par des physiciens. Mais aussi, il y a eu une stimulation de la cristallographie. C'est la technologie qui a été utilisée pour connaître la structure de l'ADN. Ça a été stimulé grâce à une question médicale. Donc, comme vous l'avez remarqué, la médecine et la science sont étroitement intriquées. Elles sont vraiment ensemble. Donc, pour cette raison, il faut que nos médecins, nos pharmaciens, nos dentistes, nos professionnels de la santé soient formés aussi par la science et pour la science. Je m'explique. Un médecin, durant sa carrière, doit pouvoir s'arrêter pour faire une thèse en sciences. Il doit aussi apprendre les fondamentaux de la science. Le médecin ou le pharmacien, ils vont prescrire un médicament, ils vont soigner un patient, mais il faut qu'ils comprennent comment fonctionne ce médicament, comment il a été synthétisé, quelles sont les évolutions possibles à faire pour améliorer ce médicament. Pour cela, il faut qu'ils aient un bagage, un background important en sciences. Quand vous allez faire une thèse, donc comme a dit ma collègue, il y a plusieurs types de thèses, plusieurs types de PhD. Il y a la PhD classique, on va dire la PhD en sciences fondamentales, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à la compréhension d'un mécanisme. Non seulement comprendre une pathologie, mais aussi comprendre un mécanisme. Je vous donne quelque chose qui vous est un peu éloigné, c'est peut-être la première année de médecine ou de pharmacie. La recherche fondamentale, c'est comprendre comment l'ARN polymérase va interagir avec l'ADN. Ça, c'est du très fondamental. Vous pouvez passer à l'appliquer, aux sciences appliquées. Quand vous allez appliquer ça à une pathologie, vous pouvez faire aussi de la recherche translationnelle, c'est-à-dire une recherche préclinique ou clinique, où vous allez étudier l'effet d'un médicament ou développer un médicament sur un modèle animal, ou même les premières étapes, peut-être sur les tests humains, et vous pouvez aussi faire une thèse en recherche clinique. Donc, il y a plusieurs étapes à franchir. Donc, vous devez faire votre choix suivant vos centres d'intérêt. Comment choisir la thématique de votre thèse? Vous êtes médecin, vous êtes pharmacien, vous êtes dentiste, vous êtes kiné. Vous choisissez ça suivant votre spécialité. Donc, si vous êtes en cancéro, le mieux, c'est que vous fassiez une thèse en cancéro ou bien en cellules souches. Si vous êtes, par exemple, un médecin qui fait de la chirurgie esthétique, je dis ça parce que c'est très à la mode au Liban, vous faites une thèse en cellules souches ou bien vous faites une thèse dans les domaines qui sont proches, tout ce qui est polymère, tout ce qui est laser, etc. Donc, choisissez votre thèse, votre PhD suivant vos centres d'intérêt. Et vous devez démarrer toujours par un M2. Donc, ce M2 est très important pour vous familiariser, mais aussi pour vous ouvrir les portes vers la thèse, vers le PhD. C'est par le M2 que vous allez connaître l'équipe de recherche. C'est par le M2 que vous allez ensuite faire le pas vers une école doctorale. L'école doctorale, c'est elle qui vous permettra de faire une thèse. Donc, cette école doctorale est rattachée
à votre équipe d'accueil. Donc, une équipe, un chercheur est rattaché à l'école doctorale. Donc, dès le M2, votre directeur de stage de M2 a un rattachement à l'école doctorale et c'est grâce à lui que vous choisirez votre école doctorale. Donc, il est très difficile pour vous d'aller choisir dans un annuaire une école doctorale en France. Il y en a des centaines. Donc, le mieux, c'est vous commencez par le M2 et si vous vous plaisez durant votre stage de M2, si ça fonctionne entre votre directeur de stage et vous pouvez postuler à une thèse. Et il y a, comme a dit ma collègue, il y a plein de moyens pour financer sa thèse. Et nous avons établi des contacts très étroits. Donc, quand je dis nous, donc l'Université de Paris, qui est la nouvelle université, qui est la fusion de 2 universités françaises, on a établi, nous, plein de liens avec les universités du Liban. On accueille des étudiants en médecine, en pharma ou des étudiants en sciences qui font des thèses en co-direction entre le Liban et Paris ou en co-tutelle, ça veut dire qu'ils ont 2 diplômes en même temps. Donc moi, par exemple, j'accueille des étudiants de LAU, de AUB, de l'USEC, de Saint-Joseph. Donc, on est très ouvert vers les interactions avec les universités libanaises parce que nous savons tous que le niveau des étudiants libanais, des étudiants libanais, des universités libanaises, c'est un excellent niveau. Donc, on est gagnant en accueillant des étudiants du Liban. Maintenant, je voudrais vous dire aussi un point important. C'est que tout le monde pense médecine égale biologie ou pharmacie égale biologie, peut-être un peu de chimie. Il faut penser autrement maintenant. Il faut que la médecine, la pharmacie, la chirurgie dentaire s'ouvrent vers d'autres disciplines. Donc, faites un pas vers la physique, faites un pas vers la chimie, vers les mathématiques. Pensez à l'interdisciplinarité. Ça, c'est un point important parce qu'il est très rare de trouver un médecin qui soit physicien en même temps, un pharmacien qui ait une thèse en chimie. Donc, l'industrie pharma en raffole, les services hospitaliers veulent absolument ça. Donc, essayez d'ouvrir vos champs de compétences vers autre chose que la biologie classique. Donc, allez vers la chimie, allez vers les mathématiques, vers la physique, l'informatique, c'est super important pour la médecine. Pourquoi faire un MD-PhD? Donc, dans ma faculté, nous avons créé ça il y a quelques années, parce qu'il y a un vrai besoin sociétal pour des scientifiques médecins ou des pharmaciens scientifiques. C'est un vrai besoin sociétal. Et on s'est rendu compte que les services hospitaliers sont dirigés maintenant par des MD-PhD. Et ça se passe comme ça au Liban. Je vois avec, par exemple, l'USJ, les chefs de service de l'Hôtel Dieu ont une thèse en sciences et une thèse en médecine. Ils ont une thèse en pharmacie, une thèse en sciences. Donc, c'est important d'avoir la double compétence pour acquérir un poste clé, que ce soit en France ou bien au Liban. Un point important aussi, il faut s'ouvrir à l'ingénierie. Donc maintenant, c'est un peu trop tard pour vous. Vous êtes déjà médecin, vous êtes déjà pharmacien. Je ne peux pas vous demander d'aller dans une école d'ingénieur et faire en parallèle des études d'ingénierie. Vous savez que la médecine de demain, la pharmacie ou dentaire de demain, ce n'est pas uniquement un médicament qu'on avale. C'est aussi des prothèses qu'on installe. Ce sont les interfaces en machine. Ce sont les dispositifs médicaux, la connexion directe d'un iPhone ou d'un Samsung, d'un device, en d'autres termes, avec le corps humain. Donc, on a besoin de ces ingénieurs médecins, de ces ingénieurs pharmaciens, pour qu'ils puissent calibrer les instruments connectés, les instruments embarqués, pour qu'ils puissent calibrer, par exemple, les pompes à distance, etc. Donc, on a ce vrai besoin. Maintenant, je ne peux pas vous dire revenez en arrière et refaites une école d'ingénieur. C'est un peu trop tard, ce sont les nouvelles générations qui vont le faire. Par contre, je vous conseille de vous orienter vers des masters de bio-ingénierie. Et ça fleurit. Il y en a de plus en plus dans le monde entier et les grandes universités en créent. Dans ma faculté, nous avons créé un master qui s'appelle Biomedical Engineering. Nous accueillons en grande majorité des médecins et des pharmaciens et des ingénieurs et des scientifiques. L'objectif, c'est de les former aux interfaces homme-machine, aux interfaces de biomécanique, de biomatériaux, les biothérapies, etc. Donc, essayez de vous orienter vers ces domaines qui sont encore vierges, mais il y a des vrais besoins dans ces domaines. Et
Je suis en train de parler en français, mais je sais que parmi vous, parmi l'audience, il y a beaucoup de médecins qui viennent d'universités anglophones. Donc, ne vous inquiétez pas, en France, on enseigne en anglais. Donc, la majorité des masters sont maintenant en anglais, surtout les masters qui s'adressent à la santé. Donc, ne vous inquiétez pas, les cours se font en anglais. Dans les équipes de recherche, on parle anglais, on parle très peu de français. Ça, c'est tout à fait normal parce que c'est devenu la recherche est internationale. Donc, ne vous inquiétez pas pour la barrière de la langue. On parle surtout l'anglais en France. Voilà, je termine là. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Vous avez mon email et je suis là pour vous aider, pour vous orienter si vous le souhaitez. Et depuis un moment, l'Université de Paris, qui est anciennement Paris Descartes ou Paris Diderot, nos deux universités sont très actives pour les collaborations avec le Liban. Nous prenons même des internes des universités du Liban qui font leur internat dans nos hôpitaux et en parallèle, ils font leur thèse en sciences chez nous. Donc, on est très ouvert aux interactions et à l'accueil de jeunes Libanais et de jeunes Libanaises dans nos laboratoires et dans nos services hospitaliers. Et merci pour votre attention. Grand merci, Dr Massad. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ce soir. Alors, je voudrais bien vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions dans le côté YouTube chat et nos invités sont ravis de vous répondre. Maintenant, on a eu un changement à la dernière minute. Dr Marc Chalhoub ne pourra pas nous rejoindre ce soir pour des raisons personnelles. Et donc, c'est Dr Elsam Hanna qui va présenter le côté formation hospitalière des résidents et des internes des facultés de médecine. Dr Hanna. Bonsoir à nouveau, merci Layal. Donc oui, je vais parler maintenant du parcours hospitalier. Donc cette partie-là sera dédiée aux résidents en médecine, aux étudiants en médecine de 6e, 7e année qui pensent continuer leur parcours et faire une année ou deux ou plus complémentaire en France. Donc, pour faire la formation médicale complémentaire en France, il y a plusieurs statuts. Je commencerai par le statut que vous connaissez tous. Peut-être les résidents d'entre vous qui font la formation en anglais, donc AUB, LAU, connaissent peut-être un peu moins. C'est le DFMS et le DFMS-A. Ils permettent, donc ces deux programmes qu'on va discuter globalement, permettent à des médecins et à des pharmaciens d'exercer en France pour le restant de leur formation ou après leur formation, ça dépendra donc d'FMS ou d'FMS-A, pour améliorer leur formation ou approfondir leur formation, etc. en France. Donc, DFMS, c'est diplôme de formation médicale spécialisée. Donc, pour pouvoir s'inscrire en DFMS, vous devez être en cours de votre résidenat. Donc, en cours de votre formation dans votre pays d'origine, au Liban, vous pouvez vous inscrire à un DFMS pour compléter. C'est-à-dire, si vous avez un résidenat qui dure 5 ans, ce résidenat de 5 ans vous donne la possibilité de faire 4 ans au Liban, par exemple, et 1 année en France dans le cadre du DFMS, ou 3 ans au Liban et 2 années en France. Donc, diplôme de formation médicale spécialisée approfondie, c'est pareil que le DFMS, mais c'est quand vous avez déjà eu votre diplôme de spécialité. Donc, si votre résidenat dure 5 ans, vous faites 5 ans au Liban et vous décidez de faire des études approfondies, donc vous postulez pour un DFMS-A. Il faut savoir que ces deux titres-là, vous avez le même poste hospitalier en France. Donc, une personne qui vient en DFMS ou qui vient en DFMS-A, elle a la même position, le même rôle hospitalier en France. En gros, le calendrier de la candidature, pour savoir si vous voulez venir en 2021-2022, parce que là, pour 2020-2021, c'est trop tard. Donc, pour arriver en 2021-2022, il y a 2 grosses étapes à passer. Le dossier 1, qui est un dossier, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, qui est un dossier à préparer en décembre
Donc, si vous voulez venir en novembre 2021, votre dossier 1 est à préparer en décembre 2020. Le dossier que vous préparez, il y a des documents à fournir. Vous le présentez à Campus France, donc à Beyrouth. Vous présentez le dossier 1 avant le 15 janvier. En dehors des périodes particulières comme la période du Covid qu'on a eue là, c'est le 15 janvier la date limite pour présenter son dossier à Beyrouth. Ensuite, vous avez en ligne, quand vous présentez votre dossier, ils vous mettent en ligne, l'Université de Strasbourg vous met en ligne les postes que vous pouvez demander. Parce que par exemple, si vous êtes hémato-oncologue, comme nos deux modérateurs, vous pouvez postuler soit à l'hémato seulement, soit à l'onco seulement. Des fois, ils n'ouvrent pas des postes d'hémato-oncologie, des deux. Donc, en gros, il faut voir la liste des postes ouverts. D'habitude, ça couvre toutes les spécialités et postuler à ces postes-là. L'Université de Strasbourg, l'Université de médecine de Strasbourg va voir votre dossier. S'il y a un souci, donc s'il manque un document, etc., ils vous enverront un mail pour vous dire soit que ça ne va pas, soit qu'il y a un document à fournir. Mais sinon, si la procédure se passe normalement, ils vous envoient l'acceptation autour d'avril en vous disant, voilà, votre dossier 1 est passé. Quand le dossier 1 passe, là, ils vont vous dire, former un dossier 2. En général, le dossier 2, c'est des photocopies du dossier 1 avec une ou deux différences, mais en gros, c'est la même chose. Presque. Donc, vous voyez ici un exemple de fiche de dossier 1. Donc, vous devrez remplir des informations sur vous et vous devrez fournir votre passeport, votre diplôme de médecine, un CV, votre parcours académique que la faculté devra vous signer. En général, tous les ans, c'est les mêmes documents. Et une autorisation d'exercice de votre spécialité ou de la médecine générale au Liban. Donc, dans le cadre de DFMS, vous devez avoir Ezen Mosé Walet Mehne en médecine générale. Dans le cadre du DFMS A, vu que techniquement, vous devez avoir déjà eu votre diplôme de médecine, vous devez avoir Ezen Mosé Walet spécialité. Et en gros, ces documents-là sont à fournir. Après, il faut savoir que c'est un document qui prend du temps à être fait par le ministère de la Santé. Les facultés s'adaptent. Donc, si vous présentez un papier de votre faculté, que le diplôme est reconnu par le ministère de la Santé, ce que je peux vous dire, c'est que l'USEC et l'USJ peuvent fournir ces documents-là qui vous disent que voilà, votre spécialité votre diplôme permet l'exercice au Liban. Ça peut compenser pour l'autorisation d'exercice si, par exemple, vous n'avez pas eu le temps de faire l'autorisation au ministère de la Santé. Ça, c'est des détails qu'on pourrait revoir en détail après. Donc, l'Université de Strasbourg, quand elle a reçu vos dossiers, elle a accepté le premier dossier et elle vous a dit, faites le dossier 2. Le dossier 2, vous l'envoyez avant le 31 mai. Bon, là c'est 2020, c'était pour l'année dernière en fait. Donc c'est avant donc, le 31 mai 2021 pour novembre 2021. En juillet, ils vous disent si le dossier 2 est accepté ou pas. Donc en juillet, vous recevez un email qui vous dit voilà, vous avez été accepté. Si vous êtes dans le contingent national, je vais y revenir, vous saurez dans quelle région vous allez, mais vous ne saurez pas dans quel hôpital. Si vous êtes dans un accord de coopération, donc vous savez déjà où vous allez, vous saurez que vous allez dans tel ou tel hôpital. Les étudiants vont s'inscrire, dans le cadre du DFMS et DFMSA, ils vont s'inscrire à la faculté de médecine. La faculté de médecine, chaque spécialité, elle a un coordinateur. C'est-à-dire, il y a un coordinateur de neurologie, un coordinateur de néphrologie, de chirurgie plastique, de chirurgie urologique, etc. Et qui, lui, coordine dans la région la spécialité. Et donc, chaque coordinateur, il est attaché à une faculté. Par exemple, le coordinateur de chirurgie orthopédique, il est rattaché à Paris 7, à Diderot. Donc, vous, étant orthopédiste, vous allez venir vous inscrire avant le 31 octobre en France à Paris Diderot. Parce que le DFMS, c'est un diplôme universitaire. Donc, le diplôme que vous allez obtenir, vous l'obtiendrez
de la faculté de médecine. Et pour commencer, le 1er novembre. Donc, quand vous inscrivez, quand vous faites toute cette démarche-là, donc je rappelle vite fait, en janvier, vous présentez le dossier 1. En avril, vous présentez le dossier 2 si le 1 est accepté. En juillet, vous recevez la confirmation. En octobre, vous vous inscrivez à la faculté, ou quand vous arrivez en France, en fait, vous vous inscrivez à la faculté de médecine. En novembre, vous prenez vos fonctions dans un service. Vous pouvez trouver toute la procédure, tous les détails sur le site de l'Université de Strasbourg. Il y a un onglet spécifique qui s'appelle DFMS, DFMSA. Vous pourrez avoir ces liens plus tard sur notre site à nous, vous aurez tout ça. Les documents, quand ils sont écrits en arabe, comme Akhraj al-Aid, ils doivent être traduits. Tous les documents que vous avez en arabe doivent être traduits. Les documents en anglais doivent être traduits aussi, ça doit être en français. Ce que vous présentez en France doit être en français. Ensuite, il faudra dire que vous maîtrisez la langue française. Si vous avez un bac français, ça suffit. Si toutes vos études dans votre faculté sont en français, ça suffit. Sinon, vous présentez un DELF ou l'équivalent de B2 en langue française. Donc, soit la faculté vous fait un papier comme quoi vos études sont en français, soit vous avez un bac français, soit vous faites le DELF pour montrer que vous parlez bien français. Donc, ça, il faut y penser en amont. Dans le cadre, alors, quand vous arrivez en France et quand vous êtes accepté et tout, et que le dossier 2 passe, il va falloir signer une convention d'accueil. Cette convention, pour ceux qui font le DFMS, elle est signée entre l'université qui va vous accueillir en France et la faculté, c'est-à-dire l'USEC, l'USJ, le UBI, etc. Parce que vous êtes encore étudiant dans ces universités-là. Mais quand vous êtes DFMSA, donc vous avez fini, la convention d'accueil est signée entre l'université d'accueil et l'hôpital dans lequel vous êtes au Liban. Après, si vous voulez la faire signer à votre université de rattachement, c'est possible aussi. Beaucoup de personnes, des fois, veulent prolonger leur DFMS. Pour prolonger le DFMS, c'est impossible à moins qu'on vous demande de recommencer le stage. Le stage, et là, vous prolongez. Vous ne pouvez prolonger que 2 stages au maximum, c'est-à-dire chaque stage de 6 mois peut être prolongé une fois, c'est tout. Vous pouvez prolonger donc que 2 fois. Dans le cadre, comme j'ai dit, un contingent national, si vous n'avez pas d'endroit où aller et que vous voulez aller là où on vous trouve une place, c'est le contingent national. Donc là, on vous demandera de citer 3 régions dans lesquelles vous voulez être. Vous mettez par exemple Île-de-France si c'est Paris, Bordeaux et Amiens. Donc là, ils verront, là où ils en ont besoin, ils vous mettront. Mais sinon, si vous arrivez à avoir une coopération, c'est-à-dire que vous savez que vous devez aller dans tel ou tel endroit, eh bien là, on vous signera une convention, ça s'appelle l'annexe 1B. Vous pourrez voir les dossiers de DFMS. Il y a une annexe qui s'appelle annexe 1B que vous signerez vous et qu'en France, le directeur de l'hôpital, le chef de service et le directeur de la faculté vous signera pour dire que voilà, telle personne vient chez moi. Donc en fait, automatiquement, vous sortirez de la sélection et vous savez dès le début que vous allez dans tel hôpital. Donc là, c'est faire travailler les réseaux, faire travailler vos contacts. Si vous voulez faire une sous-spécialité particulièrement, par exemple, vous voulez faire en neurologie, par exemple, vous voulez faire les céphalées et tout ça, pour aller à la Riboisière, vous prenez des contacts là-bas, vous leur dites que vous voulez venir, etc. Donc là, c'est faire travailler les contacts. Le poste que vous allez prendre, que ce soit DFMS ou DFMSA, s'appelle faisant fonction d'interne. Interne en France, c'est l'équivalent de résident. Vous serez faisant fonction parce que vous ne serez pas comme un interne français. Vous aurez les mêmes droits, vous aurez les mêmes formations, mais vous êtes étranger quand même. Mais vous travaillez pareil. La rémunération en général, donc à Deshrahta Bodo, ça va être autour de 1 500 € brut par mois. Il faut savoir que vous paierez des taxes. Et ces taxes sont déduites de votre fiche de paye. Donc, en gros, c'est autour de 1 400 €, des fois un peu moins, c'est 1 300 et quelques euros que vous aurez par mois. Chaque garde que vous allez faire
est payée séparément. Chaque astreinte est payée séparément aussi. Donc, la garde vous reviendra autour de 98 € net. Net, c'est ce que vous toucherez vous. Brut, c'est ce que l'hôpital va payer. Mais il faut savoir qu'il y a des impôts qui vont être déduits. Et les astreintes sont payées autour de 60 €. Je passe maintenant à un deuxième statut qui est le stagiaire associé. Le stagiaire associé, c'est pareil, un statut qui vous donne l'accessibilité à faire ce qu'on appelle un faisant fonction d'interne. Donc, vous allez travailler comme le DFMS, comme le DFMSA. La différence, c'est une convention qui va être signée entre vous et l'hôpital dans lequel vous êtes au Liban et un hôpital en France. Donc, la convention ne passera pas par l'université. Stagiaire associé ne vous donne pas de diplôme. Ça vous donne une attestation de stage, mais pas un diplôme. Et là, vous pourrez passer dans n'importe quel hôpital, demander un poste de stagiaire associé. Ça peut être donc un établissement public, un établissement privé, un établissement privé à but non lucratif, enfin, pas privé seulement, privé à but non lucratif, pardon. Et vous signez la convention. J'ai mis quand même la circulaire qui explique les conditions d'accueil et de recrutement de stagiaires associés pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez lire tous les détails de comment venir, quels documents présenter, etc. En gros, la durée, c'est 6 mois renouvelables, maximum 2 ans. C'est-à-dire, vous venez pour 6 mois. Si votre chef de service vous aime bien, il renouvelle pour 1 an. Et vous pouvez renouveler comme ça tous les 6 mois jusqu'à arriver à 2 ans. Après 2 ans, vous n'avez plus le droit d'être stagiaire associé. Les conditions d'emploi, ce sont les mêmes et la rémunération est la même qu'un FFI. Vous devez travailler 10 demi-journées par semaine, c'est-à-dire 5 jours, en gros. Ici, il compte par 10 demi-journées parce qu'il compte que vous avez droit à 2 demi-journées, donc 1 journée de formation par semaine. Ça dépend des services si vous arrivez à l'avoir ou pas, mais en général, vous avez droit à 2 demi-journées de formation par semaine. Pendant le temps où vous êtes stagiaire associé, vous n'avez pas le droit de vous inscrire à l'université. Alors, il y a certaines personnes qui font des DU, je vais en parler à la fin, mais techniquement, vous n'avez pas le droit de vous inscrire à l'université. Et il faut savoir que si vous faites des FMS ou des FMSA et que vous voulez faire ensuite un poste de stagiaire associé, vous ne pouvez pas enchaîner directement. Il faut repartir au Liban ou faire autre chose en France. Donc là, c'est l'occasion de faire un M2, par exemple. Faire autre chose pendant 1 an, puis postuler pour stagiaire associé. Vous ne pouvez pas enchaîner les deux d'un coup. Ils n'accepteront pas. J'ai mis ici un exemple de pièce justificative à montrer pour monter un dossier de stagiaire associé. C'est pratiquement presque pareil que le DFMS. En gros, il faut montrer où vous travaillez, enfin votre établissement, vos diplômes, etc., etc. Je passe. Je vais parler vite fait d'un décret et ça, je pense que peu d'entre vous au Liban ont entendu parler de ce décret. Un décret en France, c'est une loi qu'on vote et qu'on applique en fonction des besoins. Ce décret, il date de novembre 2017. Bon, ironiquement, c'est le 22 novembre. Ce décret, il précise que si vous avez fait votre spécialité, vous avez fini votre spécialité et que vous voulez faire ce qu'on appelle un clinica. Un clinica, c'est après la spécialité. Donc, en gros, un clinica, c'est vous avez fini votre spécialité en France et vous êtes médecin qui a sa propre consulte, qui participe au service, qui dirige des internes et des faisant fonction d'internes et qui est entre en fait la phase d'études en médecine, de résidenat, et la phase de médecin à temps plein titulaire. Si vous voulez faire ce clinica, et donc là, plusieurs options, plusieurs avantages sont notables ici, c'est que pour un clinica, vous gagnez beaucoup plus d'argent parce que vous êtes payé par la faculté et par l'université, parce que vous avez des fonctions académiques, donc vous devez donner des cours, et vous êtes payé par l'hôpital plus. Donc vous pouvez arriver jusqu'à 3 000 € je pense, mais je ne suis pas sûre du chiffre. Il y a ce décret-là. Ce décret, il dit que vous avez le droit de venir faire
jusqu'à 2 ans maximum en tant que l'équivalent de chef de clinique. Dans un hôpital pareil, public ou privé à but non lucratif, il fixe donc des durées minimales et maximales à l'autorisation parce qu'il faut savoir que là, pendant ce décret-là, la différence avec les autres que j'ai expliqué, donc DFMS, DFMSA et stagiaires associés, vous êtes faisant fonction d'interne. Vous n'êtes pas inscrit à l'ordre des médecins en France. Avec ce décret-là, vous êtes inscrit, mais de façon temporaire. C'est-à-dire vous êtes inscrit sur la durée pendant laquelle vous êtes en France. Donc, ce décret-là vous le permettra. En gros, vous devez écrire un projet professionnel qui va justifier votre formation. Vous devez, comme d'habitude, maîtriser la langue française pour tout. Il faudra toujours montrer un document qui dit que vous savez parler français, clairement. Vous devez avoir un établissement qui est prêt à vous prendre sur ce décret-là. Donc, quand vous écrivez à un établissement, vous devez leur dire, nous, on veut venir, suivant le décret numéro 2017-1601, etc., en tant qu'associé, et pas en tant que FFI. Et on vous dira oui ou non, etc. Donc, je finis sur deux dernières notions rapidement. Si vous décidez de vous installer en France, si vous voulez rester en France et continuer à exercer en France, il y a ce qu'on appelle les EVC, les épreuves de vérification des connaissances. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à voir le site de la CNG, Centre national de gestion. C'est ce centre-là qui gère tout en rapport avec les EVC. Donc, c'est ce qu'on communément on dit, c'est l'équivalence. Alors, les épreuves, c'est pour vous donner la procédure d'autorisation d'exercice, la PAE. Ces épreuves ont lieu une fois par an. Les inscriptions, d'habitude, c'est en mai. Donc, pour l'automne 2021, il faut s'inscrire en mai 2021. Le dossier à constituer, c'est l'attestation, enfin, à remplir la fiche d'inscription, c'est envoyer votre diplôme de médecine générale, le fait que vous maîtrisez la langue française et pour quel poste vous postulez. Ophtalmo, neuro, gastro, enfin, la spécialité que vous voulez. Alors, en parenthèse, les gens peuvent postuler à la spécialité qu'ils veulent, même s'ils ne font pas une autre spécialité au Liban. Enfin, si vous êtes psychiatre et vous voulez postuler pour la neuro, vous pouvez. Mais après, il va falloir, après la commission qui va valider, si vous réussissez la PAE et tout ça, la commission pourra vous dire, mais vous êtes psychiatre, il va falloir que vous fassiez plus de neuro pour qu'on puisse vous valider. Mais bon, les résultats, vous les avez autour de janvier. Donc, vous faites l'examen en octobre en temps normal. Cette année, ils vont avoir lieu en novembre à cause du Covid, mais en général, c'est en octobre. Les résultats sortent en janvier. Et là, si vous avez réussi, c'est un concours. Si vous êtes dans les premiers demandés, par exemple, en médecine générale, d'habitude, ils demandent je pense qu'il y a 200 postes. Dans les spécialités comme la gastro, la neuro, l'ORL, tout ça, on parle d'une dizaine de postes. Donc, si vous êtes accepté, on vous le dit en janvier. En janvier, on vous dira, vous devez, je vous montre ici un schéma. Donc, vous réussissez votre VC, vous avez 3 ans à passer dans un service sous un statut qui va s'appeler praticien associé attaché. Donc, c'est l'équivalent de chef de clinique. Et ensuite, passer devant une commission qui va regarder tout votre parcours, qui va dire, vous avez fait les stages qu'il faut, vous êtes bien formé, vous avez un bon diplôme, vous avez réussi le VC, et là, on pourra vous dire oui, vous pouvez vous inscrire au Conseil national de l'ordre, et donc là, vous êtes officiellement médecin en France, ou non, il faut encore faire certains stages. Par exemple, en psychiatrie, on peut vous dire il faut faire de la pédopsychiatrie. Donc, ils vous disent faites 6 mois de pédopsychiatrie et représentez vos dossiers à la commission. Donc, ça dépendra de chaque dossier et de chaque formation. Pour vous dire que voilà, vous êtes autorisé à exercer en France. Dernière chose avant de terminer, c'est les DU, DIU et capacités. Alors, j'ai hésité à mettre ça dans le parcours académique, mais ça, c'est spécifique à votre formation hospitalière et médicale, donc j'en parle ici. DU, c'est diplôme universitaire, DIU, interuniversitaire et capacité, c'est un peu l'équivalent des diplômes universitaires. Il faut savoir que ce sont des diplômes qui ne vous donnent pas
de qualification. C'est-à-dire, quand vous direz je suis sous-spécialiste en, je ne sais pas, en hépatologie, par exemple en gastro, vous ne pouvez pas dire je suis sous-spécialiste en hépato parce que vous avez fait le DU d'hépato. Le DU ne donne pas une qualification, c'est juste un titre. C'est juste que voilà, j'ai fait le DU, donc je connais plus en hépato. Ça, c'est en règle générale. Et si vous installez, vous n'avez pas le droit de mettre, par exemple, sur votre plaque du Conseil de l'Ordre que vous êtes sous-spécialiste en hépato. Ça ne suffit pas. Chaque faculté met en ligne toute la liste des DU qu'elle a. Et les conditions pour vous inscrire et les prix. Alors, les prix, ça peut aller de 600 € jusqu'à 1000, 2000 €. Ça dépend s'il y a une technique à apprendre dans le DU. Donc, les DU plutôt théoriques, ça vous coûtera autour de 600 et quelque chose. Les DU vraiment très demandés, où vous apprenez par exemple l'échographie, je ne sais pas, un type d'échographie, ça sera autour de 1000, 1000 et quelques. Il y a des DU qui se font sur 1 an, des DU qui se font sur 2 ans. Pareil, les capacités sur 1 an ou 2 ans, c'est pour acquérir une certaine donnée, une certaine, quelque chose de spécifique dans votre spécialité. Par exemple, en pneumo, ça peut être l'allergologie. En gastro, comme je disais, l'hépato. Ou l'écho-endoscopie. Enfin, des trucs comme ça. Donc, chaque faculté met en ligne ses listes de DU et vous voyez ces listes. L'idéal, c'est de contacter les secrétaires. Alors, dans chaque liste de DU, on vous met le nom d'un secrétaire en charge de ce DU. Vous lui envoyez un mail, vous lui dites « Moi, je veux m'inscrire pour l'année prochaine ». Vous commencez à faire ça autour de mai. Parce que des fois, il y a des DU où il y a des listes d'attente énormes. Et là, vous dites « Voilà, je vais présenter pour cette liste ». Et là, ils vous diront combien de listes d'attente, etc. et comment vous inscrire. Le DU peut se faire en parallèle de votre DFMS, DFMSA, car en fait, vous pouvez prendre une journée par semaine pour aller au DU. Et les cours, d'habitude, c'est une fois par mois. En général, il n'y a pas moins. Il n'y a pas plus, pardon. Donc, vous avez le temps et voilà. Je finis sur ça. Voilà, je finis sur ça pour la formation, pour le parcours hospitalier. Merci. Merci beaucoup, Elsa. Et maintenant, pour notre dernière intervention pour cette soirée, avec notre invité, Dr Alain Ali Fouladkar, qui va nous parler sur la partie installation et arrivée en France. Le Dr Alain, il est titulaire d'un PhD en sciences de gestion, spécialité Big Data et chercheur au CEA. Il est engagé au service des étudiants en France depuis 2015, ancien membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Et depuis 2017, il est membre du comité du suivi LMD. Actuellement, il coordonne les actions de l'Association des universitaires libanais en France, l'AULF, que je pense plusieurs d'entre vous la connaissent déjà depuis 2 ans, en collaboration avec les parties prenantes en France et au Liban. L'AULF aide les jeunes Libanais dans leur procédure depuis la constitution du dossier Campus France jusqu'à leur arrivée logistique dans les différentes villes françaises. Je vous remercie, Alain, et à vous la parole. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci Fadi, merci mes collègues. Donc là, mes collègues vous ont présenté donc, la partie académique, la partie scientifique, un peu la vision du PhD ou du doctorat. Donc pour moi maintenant, c'est vraiment la partie technique, la partie donc, administrative, logistique, si vous voulez, donc dès votre arrivée en France. Mais juste avant de parler de ça, donc juste une petite idée, donc une petite information pour vous. Une fois que vous avez eu votre acceptation à l'université en France, n'importe quelle, soit en licence, soit en master, soit en doctorat, ou même en spécialisation DFMS, DFMA, SA, donc tous ces diplômes ou ces spécialisations, le chemin n'est pas fini ici. Il y a encore un long chemin à faire. Il y a le chemin donc, de Campus France, il y a le chemin donc, de postulation de visa. Donc, la première étape, c'est Campus France. Une fois donc, vous avez eu donc, votre acceptation, il faut vraiment valider votre dossier. Il faut finir votre dossier avec Campus France. Donc là, par rapport au test de langue que ma collègue donc, Elsa a parlé, donc c'est très, très, très important. Donc, c'est très important. Donc, ils peuvent refuser votre visa à cause de ce test. Donc, soit vous avez fait donc, des études en langue française, donc il faut vraiment une attestation officielle de l'université au Liban que vous avez étudié le français, soit il vous faut un examen de DELF B2, ça c'est le minimum. Il y a des autres universités qui vous obligent avec le niveau C1, ça dépend des universités et ça dépend des niveaux aussi.
il y a un autre test à faire, donc il y a le TCF, donc vous pouvez faire le TCF pour vraiment tester votre niveau. Donc là, il n'y a pas donc vous avez échoué ou vous avez réussi le test. Non, là, il y a vraiment donc un positionnement. Donc là, soit vous avez le B1, soit vous avez le B2, soit le C1, soit le C2. Donc ça dépend de votre niveau de français. Donc ça, c'est vraiment très, très, très essentiel et c'est très important pour le dossier de visa et le dossier de Campus France. Ça, c'est la première chose que je souhaite vous dire. La deuxième chose, donc, par rapport au DU ou au DIU. Donc, pareil, donc, par rapport, donc, ma collègue aussi a parlé des formations DU ou des diplômes universitaires ou interuniversitaires. Si vous êtes en France, vous avez fait votre spécialisation, vous avez fait vos études en France, vous pouvez postuler pour un DU ou pour un DIU. Ce n'est pas un problème, vous pouvez continuer, vous pouvez renouveler votre titre de séjour quand vous êtes des étrangers, vous pouvez renouveler votre titre de séjour par rapport à ces formations. Mais si vous êtes au Liban, vous pouvez aussi postuler pour un DU ou pour un DIU, mais vous n'avez pas le droit d'avoir un visa pour un DU de santé ou pour un DIU de formation de santé ou formation médicale. Attention, ça c'est très important aussi parce qu'il y a beaucoup de Libanais qui ont eu leur acceptation en DU médical ou DIU en santé, mais ils n'ont pas eu leur visa ou ils n'ont pas pu continuer leur dossier de Campus France parce qu'ils n'ont pas le droit d'arriver ou de continuer leur dossier. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, la plus importante, une fois donc que vous avez fini votre dossier Campus France, vous avez donc déposé votre demande de visa grâce donc aux deux sites. Le premier, c'est la France Visa, l'application France Visa. Le deuxième site, c'est le TLS. Donc là, il faut minimum attendre 2 semaines. Minimum 2 semaines dans un cadre général. Vous avez constaté cette année que la période est très, très, très longue. Il y a des dossiers qui ont attendu presque 2 mois même. Donc, il faut faire attention. Mais pour l'année prochaine, si vraiment vous êtes vraiment très motivé, vous souhaitez continuer les études, soit en spécialisation, soit en LMD, soit en licence ou en master, surtout en licence, donc c'est le PASS, PASS. Ça, c'est une nouvelle formation donc, en santé pour intégrer donc, soit la médecine, soit la pharmacie, soit les autres formations de santé. Donc, vraiment, donc, il faut commencer le 11 2020. Novembre 2020, il faut commencer votre dossier en novembre 2020 jusqu'à février et jusqu'à janvier 2021. Ça, c'est pour les formations PASS, PASS. Si vous voulez continuer, commencer dès le début. Dès le zéro, vous voulez commencer en France. Si vous voulez faire les spécialisations, donc ma collègue vous a donné donc les différents dossiers, les différentes dates pour les DFMS et les autres formations de spécialisation. Ça, c'est les choses importantes pour les dates. D'autres choses au niveau donc de l'installation, ou avant d'arriver à l'installation, une dernière chose par rapport au doctorat. Donc, si vous êtes au Liban, donc vous cherchez un doctorat donc, dans votre domaine, comme mes collègues vous ont dit, donc c'est très important d'avoir un financement. En France, c'est interdit d'avoir un doctorat ou de faire un doctorat sans financement. Sans financement, soit un financement français, soit un financement étranger, donc du Liban par exemple. Et là, il y a une nouvelle loi qui est en train d'être étudiée, même elle est en train d'être votée ou même discuté à l'Assemblée nationale avant d'être diffusé officiellement dans le journal officiel, c'est par rapport aux durées de la thèse. Donc, comme elle vous a dit, ma collègue Elsa, donc c'est entre 3 et 6 mois, et entre 3 ans et 6, elle peut aller jusqu'à 6 ans. Mais là, selon la nouvelle loi, selon la nouvelle discussion, la thèse, elle ne pourra pas accéder aux 5 ans. Ça, c'est très, très important. 5 ans. Mais ce n'est pas pour cette année, ce n'est pas pour l'année prochaine, ça dépend de la loi quand elle va sortir, ça dépend s'il y aura donc des modifications dans le projet de loi ou non. Mais si tout va bien, à partir de l'année prochaine, vous ne pouvez pas faire un doctorat en plus de 5 ans. Le minimum, c'est 3 ans, mais bien sûr avec autorisation. Donc ça, c'est tout bon pour l'acceptation, pour les universités, pour les formations. Donc, quel type de visa il faut demander? Donc, si vous êtes des étrangers, il faut demander un visa. Si vous êtes binationaux, donc c'est très, très bien, vous pouvez venir facilement donc, continuer les études en France. Mais pour les étrangers, donc pour les personnes qui n'ont que la nationalité libanaise, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel type de visa il faut demander? Donc, pour les personnes qui vont venir donc, faire soit une licence, soit un master, soit un doctorat avec un financement libanais ou étranger, qui n'ont pas une attestation d'accueil ou une attestation d'accueil, oui, il faut demander un visa étudiant. Ça, c'est très simple, très facile. Un visa étudiant pour les étudiants en licence, pour les étudiants en master, pour les étudiants en doctorat qui n'ont pas une convention d'accueil française ou de la France.
Pour les étudiants qui vont venir en France faire un doctorat avec une convention d'accueil française, donc de la France d'un établissement d'enseignement supérieur français ou un laboratoire français, il faut une convention d'accueil pour demander un visa scientifique chercheur passeport talent. Ça, c'est une chose très, très importante. Et pour les autres qui vont venir faire un stage ici en France, donc soit entre 6 mois, 1 année, 2 années, ça dépend de la spécialisation, ça dépend de votre stage, soit le SA, soit le DFM. Donc, ça dépend à quoi vous postulez. Donc, ici, pareil, il faut demander un visa stagiaire. Ça, c'est très important avec la convention de stage qui marque tout avec tout ce qu'il faut comme information. Ça, c'est les choses importantes avant de venir en France. Donc là, c'est bon, vous avez déposé le dossier, et vous avez eu le visa, donc vous voulez venir en France. Pour les frais d'inscription, pour les formations normales, hors les spécialisations bien sûr, donc les formations LMD normales, vous avez tous entendu parler de la hausse des frais d'inscription pour les étrangers en France. Mais heureusement, il y a plein des universités qui n'ont pas, entre guillemets, appliqué cette nouvelle loi. Il y a plein des autres universités, c'est un décret, ce n'est pas une loi. Donc, il y a plein des universités qui n'ont pas appliqué ce décret. Donc, donc les universités sont indépendantes en France. Ils ont décidé, ou les universités ont décidé, pardon, d'exonérer les étudiants étrangers, surtout les étudiants libanais. Pourquoi je vous dis surtout les étudiants libanais? Je vais arriver là tout de suite maintenant. Juste avant, pour un étudiant en licence en France, libanais ou n'importe quelle nationalité, au lieu de payer 1270 €, il paye 170 €. Pour un étudiant en master, au lieu de payer 3770 €, il paye 243 €. Pour un étudiant en doctorat, il paye 380 € seulement. En plus de ça, il y a les frais, entre guillemets, l'impôt académique ou la CVEC qui coûte 92 €. Ça, c'est pour les frais d'inscription. Pourquoi je viens de vous dire que pour les étudiants libanais, ils ont un cas spécifique? Parce que suite aux événements là de 4 août qui ont eu au Liban, suite à la baisse de la monnaie libanaise vis-à-vis au dollar et à l'euro, donc il y a plusieurs universités en France qui ont décidé d'exonérer totalement les étudiants libanais pour l'année académique 2020-2021. Par exemple, je suis un étudiant libanais, je veux venir en France, étudier en France et s'installer en France, donc je ne paye rien du tout. Mais pas partout dans toutes les universités, sauf à Marseille, sauf à Caen, sauf à Bordeaux, sauf à l'Université Paris-Saclay. Donc, ce sont les universités. Il y a des autres facultés qui ont décidé d'exonérer totalement aussi les étudiants. Par exemple, à Grenoble, il y a la faculté de médecine et la faculté de santé qui a décidé d'exonérer tous les étudiants libanais. Ça, c'est que la faculté de médecine et la faculté de pharmacie. Les autres facultés n'ont pas pris cette décision. Donc voilà, ça c'est par rapport aux frais d'inscription dans les universités. Et vraiment, ne vous inquiétez pas, le système universitaire français est très proche du système universitaire libanais. Donc il y a plein de collaborations, donc mon collègue, monsieur, donc docteur Massad, vous a parlé de la collaboration entre l'Université de Paris et les universités libanaises. Et là, je vous le dis que partout en France, il y a des collaborations entre les universités françaises et l'université libanaise. En plus de ça, avec les universités privées, donc l'université Saint-Joseph, l'EUB, l'EU, l'USEC, donc les autres universités privées. Mais la collaboration principale, c'est entre l'université libanaise et les universités en France et entre l'université Saint-Joseph et les universités en France. De plus en plus, il y a des autres collaborations entre les universités françaises et les autres universités au Liban. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire par rapport donc, aux collaborations. Voilà pour votre installation en France, donc ne vous inquiétez pas. Donc je pense que vous êtes la majorité donc, a déjà entendu par donc l'AULF avec le groupe que nous gérons sur Facebook. Donc si vous avez des questions, si vous avez même des problèmes, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons vous mettre en contact avec les autres Libanais, les autres associations, soit académiques, soit professionnelles, donc comme ici, soit donc pour essayer de résoudre vos problèmes, pour essayer de vous orienter académiquement, administrativement et logistiquement. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire maintenant. Je suis disponible pour vos questions dans la partie qui va venir. Merci. Merci beaucoup, Dr Alain. Et donc, question de temps, on va démarrer nos questions. La première question, c'est comment est-ce qu'un médecin libanais en première année de résidence peut continuer en France et quelles sont les démarches à suivre? Elsa? Alors, en première année, malheureusement, la majorité des facultés n'accepteront pas de vous donner le diplôme
de la faculté en question au Liban. Si vous quittez, vous ne faites qu'une année au Liban. En général, les facultés elles vont vous dire que vous devez faire au moins la moitié de votre cursus au Liban. Maintenant, si vous voulez repartir à zéro, vous pouvez présenter ce qu'on appelle l'ECN, c'est l'examen de classement national, qui est le concours que les Français présentent. Il y a une version de l'ECN qui est pour les étrangers. C'est-à-dire, vous vous présentez chaque année, et ils disent, voilà, on a des postes à pourvoir. Ces postes, c'est ce que les internes français ne demandent pas. Donc, en fait, vous n'aurez pas accès à tous les postes. Il faut voir quel poste ils vous proposent, et là, vous choisissez. Et donc, ça, vous pouvez ne pas tomber sur votre propre spécialité ou celle que vous voulez, et vous repartez à zéro. Et c'est un concours. Donc, vous présentez un concours, c'est une démarche annuelle, et c'est en début d'été. Donc, la deuxième question, c'est sur le master en gestion de santé de l'EHESP pour un médecin et où on peut postuler. Alors, le master, je suis en train de faire ce master. Il a deux versants. Il a un versant de management pur et un versant de gestion, plus de gestion en fait. Et ce master vous permet, en fait, il vous donne la possibilité de, si vous voulez, postuler après pour une carrière administrative, c'est-à-dire un directeur médical ou une carrière plutôt administrative. Donc, pour la médecine, ça ne vous aide pas, c'est plutôt le côté administratif. Si vous voulez laisser tomber la médecine, vous pouvez utiliser ce master pour postuler dans des hôpitaux, en France, je parle, en tant que cadre hospitalier, cadre administratif, tout ce qui est gestion de l'hôpital. Mais là, vous ne travaillez pas en tant que médecin, vous travaillez en tant que gestionnaire. Voilà. Donc, je passe à une question de Dr. Jennifer Reze. Est-ce facile d'être dans les ordres de médecins en France juste après le résidenat et de pratiquer comme médecin spécialisé directement? Ça dépend. Si le résidenat a été fait en France, donc l'internat, oui, c'est le parcours un peu normal. Mais si ça a été fait au Liban, ça va dépendre, parce que entrer dans l'ordre, deux possibilités. Entrée temporaire via le décret de 2017, donc vous entrez 2 ans, mais après vous sortez. Et entrée permanente, après l'épreuve de vérification des connaissances, donc l'équivalence, et 3 ans de pratique, et après le résidenat, et la validation par la commission pour ensuite vous inscrire à l'ordre. D'accord. Et une autre question de Michel Richa. Pour ceux qui passent les EVC cette année, donc vous parlez, Michel, de 2020, ils devront passer 2 ou 3 ans en tant que chef de clinique, c'est sa question? Oui, oui. L'équivalent de chef de clinique, mais oui. Cette année-là, c'est la dernière année où ils auront le droit de choisir où ils feront ça. À partir de 2021, c'est selon le classement. S'ils disent qu'ils veulent 10 endocrinologues, eh bien, le premier aura une liste à choisir, donc il choisira de cette liste quel établissement. Le deuxième aura la même liste, moins ce que le premier a choisi, et ainsi de suite. Donc, c'est la dernière année où ils peuvent choisir où ils veulent aller. Donc, pour les étudiants franco-libanais ayant fait leurs études de médecine au Liban, ils ne peuvent pas s'inscrire au concours d'internat. Y a-t-il une alternative? Pour les étudiants qui ont la double nationalité, ils n'ont que peu d'options en fait. Ils peuvent venir en tant que stagiaires associés, donc 2 ans au max. Et pour avoir l'autorisation d'exercer et pour revenir, ils doivent faire en fait leur spécialité au Liban et peut-être faire 2 années de stagiaire associé ensuite, enfin pendant la spécialité, et après présenter le VC et faire la démarche de l'épreuve d'équivalence. En fait, c'est plus difficile quand on a la double nationalité de venir et de rester que quand on a la nationalité, quand on est libanais en fait, ou étranger, dans ce cadre-là. Parce que la France considère que, en gros, vous aviez l'opportunité de faire votre spécialité en France, ce qui n'est pas faux.
Alors, dans le même esprit, on a la question de Jana Houssami. Est-ce que les résidents franco-libanais ont droit de passer l'ECN à titre étranger ou les épreuves de vérification des connaissances? Alors, non, il faut toujours dire que vous êtes français. Et les EVC, oui. Alors, pour l'ECN à titre étranger, non. Mais les EVC, oui. Tout le monde peut s'inscrire aux EVC. D'accord, donc je pense que c'est bon pour les questions. On va alors clôturer notre première session pour ce soir. J'espère que c'était une session fructueuse et qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle que de la première minute durant laquelle vous êtes inscrit à ce webinaire, vous êtes automatiquement devenu un membre ou un membership de l'ELMS. Donc, vous avez accès à un member space sur le site de l'ELMS, eurolibanese.org. Sur ce website, vous pouvez voir toutes sortes de nouvelles informations, de nouvelles procédures, les documents résumant le webinaire pour ce webinaire et pour d'autres webinaires futurs que Layal va en parler. Je vous rappelle qu'on est toute notre équipe, elle est prête à accompagner tout le monde dans les démarches en mettant notre réseau à votre disposition. Vous avez bien sûr le droit de voir tous les documents, tous les liens sur notre site dans l'espace adhérent. Donc, ils seront bientôt mis sur le site, ce webinaire enregistré, tous les liens nécessaires. On va aussi créer un groupe WhatsApp sur lequel on va diffuser des offres de poste, des informations et des liens pour ceux qui veulent adhérer à l'ELMS. Et pour conclure, le but ultime de l'ELMS, it's for a healthier Lebanon, pour un Liban pour nous tous qui est en meilleure santé. Donc, je vais laisser le dernier mot à Dr Layal. Donc, merci à tous pour avoir assisté à cette séance. J'ai le plaisir de vous annoncer que notre prochain webinaire portera sur la formation médicale complémentaire en Belgique. La date sera annoncée ultérieurement, mais ça serait plutôt fin septembre. Soyez nombreux à consulter notre site web eurolibanese.org et bonne soirée à tout le monde.